supporter à celui qui lui a donné le capital un risque financier qui, mathématiquement, c'est pour ça qu'il y a toute une démonstration, si j'avais eu les 3/4 d'heure qu'il faut pour le faire, je l'aurais bien fait. Mathématiquement, 25% de return pour une société endettée, pour l'equity d'une société endettée, c'est la même chose que 13% de return pour une société endettée à environ 10 à 15%. Je vous rappelle, 25 égale à 13, 22 est égal à 11, c'est-à-dire si vous avez un return on asset de 11 et que vous financez totalement en equity, votre equity rapporte du 11. Si vous financez 60% en endettement et 40% en equity, avec 11 de return on asset, vous avez un return d'environ 22% sur votre equity. Et que fait l'investisseur qui confie cet argent à cette personne qui va faire du 22 quand nous donnons du 11? On lui paye 20% de la plus-value dès lors qu'il dépasse, dans les meilleurs cas, 8%, dans la plupart des cas, 6%. Donc, moi, investisseur, j'ai pris tout le risque de ce soi-disant excess return de 11% annuel composé moyen. Et non seulement ai-je pris moi le risque de le financer, mais en plus, je me coupe du return en le donnant au gestionnaire qui a pris le risque pour moi. Où est le lézard? Je vous le laisse simplement deviner. CNP, endetté dans des très courtes périodes et très faiblement. Done. Als er bepaalde mensen onder u een twijfel hadden dat dit een financiële presentatie zou zijn, dan denk ik dat ze ondertussen wel gerustgesteld zijn. Het onderwerp van vandaag gaat inderdaad over finance. En over finance gaan we nog verder praten met onze volgende spreker. Hugues Pirot, een Zwitserse Belg of een Belgische Zwitser. Vandaag professor voor finance aan Solvay. Maar die eigenlijk zelf zijn opleiding gevolgd heeft in het buitenland. In Zuid-Amerika, Venezuela, waar hij een hele lange tijd verbleven heeft en dus ook zeker daar met hele specifieke financiële technieken in contact is geweest. En vervolgens ook in Zwitserland, financiële plaats bij uitstek, zou ik durven denken, binnen ons Europees kader. Vandaag heeft hij activiteiten uiteraard in België omwille van zijn academische roeping, maar blijft hij ook actief met bepaalde activiteiten gerelateerd rond riskmanagement. En we hebben dat woord doorheen horen vallen in Zwitserland. Ik meen in zijn cv gelezen te hebben dat hij ook nog in Luxemburg bepaalde activiteiten heeft. Kortom, ook hij, iemand met credentials in de wereld van financiën. Je vais donc lui demander de donner lui sa vision sur le rôle de la finance dans la création de valeur, en y ajoutant peut-être deux questions supplémentaires dès le départ. Il a entendu parler Gilles Samin, il a entendu son exposé, il y a des points saillants qui l'ont frappé, sur lesquels il dit là-dessus, je voudrais quand même rebondir. Mais s'il ne devait pas en avoir, en tout cas moi je lui en pose une. Votre prédécesseur a dit que la finance ne crée pas de valeur. Pour un professeur de finance, quelle est votre réaction par rapport à ce statement? Merci. Donc tout d'abord, si vous espérez qu'on ait un combat sanglant entre Gilles Samin et moi-même, vous vous trompez, donc je vous détrompe tout de suite. Non, il s'agit surtout de répondre par rapport à la question principale qui est est-ce que la finance crée de la valeur, et d'essayer de vous donner un petit peu mon aperçu des choses et de parfois rétablir une réalité qui fait supporter la finance beaucoup de choses, mais où finalement l'important c'est une certaine gouvernance faite de principes que l'on peut retrouver dans d'autres disciplines également que la finance. Tout d'abord, la finance, pour moi non plus, ne crée pas de la valeur. Tout dépend de la définition de la valeur. Est-ce que la valeur, c'est la création donc, de returns sur une activité industrielle, ou est-ce que c'est autre chose également? Je m'explique. En général, au niveau académique, on travaille d'une épure assez pure en disant il y a full information, full transparency, full liquidity. Sur cette base-là, on dit donc qu'on crée de la valeur seulement si on peut effectivement créer un rendement à niveau de risque comparable qui est plus élevé que le taux au risque si vous mettez votre argent sur un compte d'épargne. Et encore, vous vérifiez en quel compte d'épargne vous le placez. Si maintenant vous commencez à élimer un petit peu cette épure en disant oui mais la full information n'existe pas,
vraiment. Le full liquidity non plus, ou peut ne pas exister. Il y a des régimes différents. Il y a des régimes en temps normaux où la liquidité est relativement bonne et des moments où la liquidité est relativement mauvaise. Alors là, vous commencez à comprendre qu'éventuellement, la personne qui facilite au fait des échanges a un rôle à jouer. Un rôle à jouer en matière de ce qu'on appelle en anglais scrutiny, donc de pouvoir vérifier, de pouvoir avoir un jugement un peu plus pertinent éventuellement, parce que c'est son activité pas de contrôleur, mais en tout cas d'investigateur de terrain, ou alors un rôle plutôt de liquidité, donc de liquidity transfer, de pouvoir transférer la liquidité dans les marchés, et donc d'assurer en tout cas que les rouages tournent. Et l'analogie est celle d'une petite blague faite sur un village tyrolien, où tous les habitants du village tyrolien sont surendettés, et se doivent à tous au fait de l'argent. Et arrive un client russe au fait qui vient pour la saison de ski au village tyrolien, et le matin au déjeuner, il dépose 2000 € sur la table au lieu de il confond les deux devises, et donc le restaurateur se dit tiens, je lui rendrai ça en fin de journée, mais entre-temps, je peux payer mon boucher. Et le boucher dit tiens, entre-temps, je peux payer mon menuisier, etc., etc. À la fin de la journée, en fait, on rend l'argent au client russe, et donc, quelque part, ce client russe a joué le rôle de liquidity provider, et ce qu'on attend en fait de la finance en tant que le système bancaire et financier, quel qu'il soit, on attend de lui qu'il soit un support en fait, à l'économie en termes de transfert en fait, de valeur et de pouvoir assurer différents échanges. Différents échanges à des gens qui éventuellement en ont besoin et qui ne peuvent pas être éventuellement apportés par d'autres. Alors la finance en tant que science est une drôle de science parce que c'est une science humaine avant tout et elle n'existait pas avant les années 50. Donc Gilles Sama a parlé de Modiane Miller. Avant les années 50, la finance n'existait pas en tant que discipline. Et aujourd'hui, on peut encore se demander s'il existe vraiment en tant que discipline propre, puisque les principaux providers d'input cérébral à la finance sont des mathématiciens, des économistes, des chercheurs opérationnels qui optimisent le fait des fonctions coût-bénéfice dans l'industrie, qui sont lesquelles la finance pourrait être un univers intéressant. Et donc finalement, tout ce que l'on connaît en finance vient donc de différentes disciplines dans l'espace et dans le temps. Eh bien, elle était souvent très itérative. Tout ce qui est arrivé en finance n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé par une triangulation de choses qui arrivent au niveau gouvernemental ou économique, au niveau académique, au niveau des besoins et au niveau entrepreneurial. Si vous prenez par exemple Bâle, l'accord de Bâle, il est arrivé en 88, après deux événements majeurs, la crise de 87 en octobre, et ainsi que le fameux problème de la banque Erstadt, qui faisait qu'une banque américaine était potentiellement en défaut dû au fait d'un problème avec une banque allemande, et c'est là que les Américains se sont rendus compte qu'il fallait un common playing ground. Donc tout ça n'a pas évolué par hasard, c'est une science humaine, et malheureusement on ne peut pas reproduire en laboratoire les expériences pour voir si effectivement elles produiront les mêmes résultats. Et c'est là éventuellement où il y a une confusion de genre, c'est-à-dire qu'on analyse du passé, et on sait en général très bien analyser le passé, on est relativement bien outillé pour cela. On a une bonne toolbox, effectivement, c'est une science exacte à ce niveau-là, en ce sens que la toolbox pour analyser le passé est relativement bonne. Mais alors, tout le souci est de savoir, tiens, mais qu'est-ce que l'on peut alors analyser du passé qu'on peut reproduire dans le futur? Et c'est là, en général, où on commence à prendre des positions qui sont un petit peu plus risquées en termes de positionnement par rapport à ce qu'on appelle l'ex ante. On prend l'ex post, ce qu'on peut voir et confirmer, et alors on se permet de éventuellement avoir un regard vers le futur, l'ex ante, en termes de rendement, en termes de risque, en termes de timing. Et donc, cette permission que l'on se donne, effectivement, commence à franchir une barrière et nous fait nous-mêmes prendre un risque en tant que financier sur ce que l'on peut se permettre de dire et ce que l'on peut décemment ne pas se permettre de dire. Donc, là intervient un problème fondamental. C'est tous ceux qui se permettent de, ex post, établir des jugements en disant il est évidemment clair que cette telle personne en fait, a fait cela pour des raisons de bon management, où il est évidemment clair dans ce cas-là qu'il s'agissait de pure chance. Il est très difficile de pouvoir reproduire cela dans le futur et de pouvoir dire systématiquement cette personne au fait, a eu raison. Beaucoup de mathématiciens probabilistes sont intéressés à la finance, évidemment, pour essayer de prédire le futur, en tout cas d'attribuer des probabilités à ce qui pouvait arriver dans le futur. Ce qui conduit aujourd'hui, au fait, certains mathématiciens qui veulent se disculper par rapport à la crise, de publier ce qu'ils appellent un Modeler's Manifesto,
où ils disent en dernière phrase